Parfait. Et je vais relancer le partage d'écran. Donc, juste avant de continuer, comme je l'ai dit, on est dans, ça c'est la première version du formulaire index. Et si je m'amuse à lancer la deuxième version du formulaire, donc comme on l'a vu tout à l'heure, si je regarde le code source de la page, on voit que tous les attributs pattern ont disparu, tous les attributs require ont disparu. Pourtant, j'ai toujours de la validation dans ma page. Donc, j'ai choisi de faire une validation simple, c'est-à-dire que quand, quand l'information est valide, on garde en noir la bordure de notre input, texte autre, et quand l'information n'est pas valide, on la met en rouge. J'aurais pu choisir de faire apparaître un modal, bootstrap, ou de faire une animation, peu importe, ça c'est propre à chacun. On voit ici que pour l'âge, que je mette quelque chose ou non, ça a l'air toujours valide. Pourquoi? Parce que quand on ne met rien, ce qui est retourné, c'est 0. Une valeur valide de toute façon. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans la fonction validée et qu'est-ce qui se passe avec les expressions régulières qu'on utilise dans la fonction validée dans notre classe élève, mais aussi dans les attributs pattern du HTML5. Et pour y parvenir, je vais vous inviter à télécharger et exploiter le document suivant. Donc, dans TP3, il y a regex et cheat sheet. Donc, un cheat sheet, c'est quoi? C'est une feuille résumée en réalité. Donc, moi, je l'ai quelque part. Ah, voilà, juste ici. Donc, je vais l'ouvrir juste ici et regardons ça ensemble. Donc, les expressions régulières, comme on peut le constater ici, sont composées d'une série de caractères. Mais une expression régulière, que ce soit en JavaScript, que ce soit en Java, que ce soit en C#, que ce soit en C++, les expressions régulières sont un sous-langage, si on veut, qui est compris par tout autre langage de programmation qui se respecte entre guillemets. Donc, les expressions régulières qu'on va créer ici et qu'on va exploiter dans notre code JavaScript, je pourrais, si je voulais, utiliser exactement les mêmes expressions régulières dans un code de C# pour faire de la validation côté serveur. En base de données, on peut utiliser des expressions régulières pour définir le format qui est valide pour accepter, par exemple, une date ou un numéro de téléphone ou une adresse postale. Donc, c'est quelque chose qui est important de maîtriser. Je ne m'attends pas à ce qu'on les maîtrise aujourd'hui, mais c'est un premier jet qui devrait vous permettre d'être capable de décortiquer une expression régulière déjà existante. Et mon but est que d'ici quelques cours, vous soyez capable d'en créer vous-même de tout. Donc, là-dedans, il y a des crochets, des A commerciales, des A, pardon, des lettres de l'alphabet, des tirets, des opérateurs mathématiques, des opérateurs logiques. Il y a toutes sortes de choses. Mais chacun de ces caractères ou de ces blocs de caractères signifie quelque chose de particulier. C'est ce qu'on veut essayer de découvrir ce matin. Donc, allons-y. On a ici l'ensemble des caractères de base pour former une expression régulière. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les quantificateurs. Donc, les quantificateurs vont nous permettre de spécifier combien de fois au maximum, au minimum, ou quelle est la plage, le nombre de fois qu'on peut retrouver un certain type de caractère dans notre expression régulière. Donc, allons-y étape par étape. Le caractère point signifie n'importe quel caractère à une position spécifique dans mon expression régulière. Et quand je dis à une position spécifique, si on regarde ce que j'ai présentement à l'écran, mon expression régulière, elle commence ici et mon expression régulière, elle finit ici. Donc, elle est encadrée, si on veut, par mes deux barres obliques. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux barres obliques, donc, excusez-moi, tout ce qu'il y a, si
est mon expression régulière qui débute ici et qui se termine. Donc, l'opérateur point, n'importe où à l'intérieur de cette expression régulière, peut remplacer n'importe quel caractère. Par contre, quand je veux afficher un point vraiment, comme le point dans point QC ou le point dans point CA, ben, puisque le point, le caractère lui-même a une signification spéciale, un peu comme l'étoile en SQL, qui veut dire tout, mais si je veux afficher le caractère point, on doit l'escape. Donc voilà pourquoi la barre oblique et la barre oblique et la barre oblique qui le précède. Donc je répète, si je veux qu'à un endroit spécifique dans mon pattern, on puisse mettre n'importe quel caractère à cet endroit, on va utiliser le point, mais si on veut afficher le point lui-même, on doit l'escape avec un backslash. Tout comme le backslash lui-même, si je veux afficher le caractère backslash dans mon pattern, ben, il faut que j'escape le caractère backslash. On ne t'entend pas bien, monsieur. Pardon? On t'entend pas bien, ton micro, je pense. Est-ce que c'est le cas de d'autres personnes ou seulement... Là, c'est mieux. OK. Ah, comme ça, c'est mieux. Parfait. Donc, je vais recommencer. Le caractère point joue un peu le même rôle que le caractère étoile en SQL. Donc, il nous permet de remplacer n'importe quel caractère. Donc, si on prend l'expression régulière qui est ici, si je m'étais amusé à mettre un point juste ici, ça voudrait dire qu'au début de mon expression régulière, au début de la string pour laquelle j'essaie de définir un pattern entre la barre oblique ici et la barre oblique ici, qui marque le début et la fin de mon expression régulière, je suis en train de dire qu'au début de ma string, ben, je peux accepter n'importe quel caractère numérique, alphabétique, de ponctuation, caractère, symbole mathématique, etc., etc. Ça va? Donc, le point, c'est le wildcard. Ça peut remplacer n'importe quoi. Par contre, si je veux que le point apparaisse vraiment, ça va, comme dans, je sais pas moi, student point, non, si je veux que le point, il soit vraiment là dans ma string, non pas pour remplacer n'importe quel caractère, mais pour vraiment avoir un point, ben, comme c'est un caractère spécial, on doit l'escape. Donc, si je regarde ici, par exemple, .qc.ca, le point qui est là, il ne remplace pas n'importe quel caractère. Il fait partie de mon adresse email. Donc, on doit l'escape avec le backslash qui est devant. La même chose pour .ca. Ça va pour le point? Oui. Un peu. Ouais, un peu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quand je dis que le point remplace n'importe quel caractère. Donc, dans la string, ici par exemple, ça va? Donc, j'aurais pu mettre n'importe quelle lettre de l'alphabet dans cette string. Ça va? Donc, bon, j'en ai peut-être mis beaucoup. Donc, moi, je veux créer un pattern qui accepte, je veux créer une expression régulière qui accepte 1, 2, 3, 4, 5. 5, je sais quoi, faisons même mieux. Donc, je vais mettre S, A commercial, 9, dièse. On s'entend que ce sont tous des caractères de type différent, ça va, que j'ai présentement. Donc, je veux que mon expression régulière soit capable d'accepter n'importe quelle string de 4 caractères sans discriminer aucun type de caractère. Ben, voici mon expression, voici l'expression régulière. Une façon d'écrire cette expression régulière, qui n'est pas la plus efficace, mais bon. 1, 2, 3, 4, boum. Voici mon expression régulière. Donc, le point peut remplacer n'importe quel caractère une fois, n'importe quel caractère 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça clarifie? C'est bon? Mais si je voulais quelque chose comme ça, donc une string qui contient 5 caractères au total, mais je veux absolument que le troisième caractère soit un point. Ben, voilà. Donc, ça remplace n'importe quoi, ça remplace n'importe quoi, mais
comme j'ai escape le point, ça, c'est obligatoirement le caractère point à la troisième position. C'est bon? C'est clair? Ok, merci. Évidemment, si je veux une string de 50 caractères, je ne vais pas m'amuser à faire 50 caractères, un à la suite de l'autre. Voici pourquoi on a les quantificateurs qu'on va voir tout à l'heure. Donc, allons-y maintenant avec /d. Donc, comme on le voit ici, je réalise, là, je n'ai pas pris la peine de vous donner une cheat sheet en français, mais bon, il n'y a pas énormément de vocabulaire là-dedans, c'est les symboles qui nous intéressent. Donc, je crois que ça va et on en fait la traduction. Excusez-moi pour ça, je viens de réaliser. Donc, /d, ça veut dire n'importe quel chiffre à cette position. Donc, un chiffre, c'est n'importe quoi de 0 à 9. Donc, si je m'amuse à faire ceci, donc, disons, une string, encore une fois, 5, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 6, 25, 0, 1, qui est le numéro de l'Institut Écart, mais c'est un numéro avec un format nord-américain. Donc, je pourrais m'amuser. Et encore une fois, c'est pas la version la plus optimisée, c'est juste pour vous faire comprendre un peu comment ils sont construits les expressions régulières. Mais je pourrais m'amuser à dire, à faire ceci. Donc, à faire un /d, 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 tiret, /d, 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 tiret, /d, 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 /d. C'est une longue expression régulière, mais ça me dit quoi? Je veux commencer par 3 digits. Donc, ceci prend n'importe quel chiffre de 0 à 9, n'importe quel chiffre de 0 à 9, n'importe quel chiffre de 0 à 9. Je veux ça 3 fois, suivi d'un trait d'union. On comprend l'idée. Donc, suivi de 3 digits, encore une fois, suivi de 3 digits. Encore une fois, c'est long à écrire. Pourquoi? Parce qu'on a des magnifiques quantificateurs qui me permettent de spécifier, par exemple, combien de fois je veux que le terme qui précède se répète. Donc, si je réécris cette expression régulière avec le quantificateur suivant, ben, regardez bien ce que ça va me donner. Donc, comme ceci, /d, j'ouvre les accolades, je veux ça 3 fois, je veux un digit 3 fois, suivi d'un digit 3 fois encore, suivi d'un digit 4 fois. Et on ferme notre expression régulière. Donc, entre ça et ça, ben évidemment, on va préférer ça. Ça va, tout le monde comprend l'idée. Donc, ce qui est intéressant avec les expressions régulières, c'est qu'on a plusieurs façons de représenter la même chose. Je pourrais aller d'une autre manière, encore une fois. Quand on dit que les digits, ça correspond les chiffres de 0 à 9, ben, on a un ensemble ici. Ça va, un ensemble de chiffres qui peuvent tous venir prendre une position particulière dans mon expression régulière. Donc, on a une autre façon de le représenter. On appelle ça des classes. Donc, une classe de caractères. Donc, si je réécris mon expression régulière, ben, une classe, c'est une paire de crochets et dans laquelle je vais accepter les caractères de 0 à 9. Si je voulais accepter seulement les caractères de 0 à 3, voilà, ça veut dire qu'à la première position, disons ici, là, le premier chiffre, je ne voudrais que les caractères de 0 à 3. Mais bon, allons-y de 0 à 9. Je veux avoir ça 3 fois, moi. Donc, 3 fois, suivi d'un tiret, et continuons. C'est, oups, suivi d'un tiret, 0 à 9, 3 fois. Donc, ça ici, ça représente ma première partie. Tout ça, ça représente aussi la première partie. Et seulement ça, ça représente la première partie. Ça ici, ça représente ma deuxième partie. Tout comme ça ici, ça représentait la même deuxième partie.
Tout comme ça ici, ça représentait la même deuxième partie. Et vous aurez compris que voici, suivi d'un tiret, voici ma troisième partie. Donc, trois manières différentes d'écrire la même chose. Tout le monde comprend ce qui se passe jusque-là? Oui. Et il faudrait fermer. Donc, si on regarde notre expression régulière pour l'adresse email ici, que j'utilise dans ma classe étudiant, mais que j'utilise aussi dans la première version, dans l'attribut pattern, ben, on voit que j'ai rajouté le point ici tantôt pour mon exemple. On voit que j'ai une classe de caractères ici qui me dit que à la première position, je veux accepter n'importe quelle lettre de l'alphabet minuscule, n'importe quelle lettre de l'alphabet majuscule et n'importe quel chiffre de 0 à 9. Le petit signe plus qui est là, si on regarde mes quantificateurs, le signe plus ici, qui suit un élément, ça veut dire 1 ou X, donc 1 ou plusieurs fois. Donc, je veux accepter n'importe quelle lettre majuscule, minuscule, n'importe quel chiffre, une fois ou une infinité de fois au début de mon adresse email. C'est ce que toute cette partie-là veut dire. Donc, vous comprenez que la première fois qu'on regarde une expression régulière, ça fait peur. Mais en réalité, si on a notre petit cheat sheet ici, c'est assez facile à déchiffrer. On peut aussi vouloir spécifier l'interdiction d'avoir un digit à une position quelconque. Là, ça va être une barre et un D majuscule. Donc, je veux avoir soit des lettres ou des digits ou un underscore. Ça va donc le backslash avec un W minuscule permet d'avoir n'importe quelle lettre de l'alphabet, majuscule, minuscule, ou encore n'importe quel chiffre, et aussi la possibilité d'avoir un trait d'union à un endroit spécifique dans une string, dans une expression régulière. Donc, toute ma partie ici, tout ça, si je m'amuse à le copier, je vais effacer ceci. Donc, ça ici, ben, on peut dire que c'est l'équivalent de ça ici. Ça va? Sauf que l'expression qu'on vient de mettre ici accepte aussi les underscores, alors que ceci n'accepte pas les underscores. Ça accepte juste les lettres majuscules, minuscules et les chiffres. Ça va? Donc, je pense que c'est assez simple de comprendre ce que le W minuscule fait. Le W majuscule, lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il exclut à la position où il se trouve ben, soit les lettres, soit les chiffres ou les underscores. L'espace, ben, c'est un espace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je reprends mes exemples de tout à l'heure, si je voulais quelque chose comme ceci, donc 5, 1, 4, espace 5, 2, 6, ben, ici, si je viens mettre un espace, ben, l'espace est un caractère. Tout comme quand je viens écrire trait d'union, le trait d'union est considéré comme un caractère. Donc, un espace joue le rôle d'un espace. Aussi simple que ça. Ça va pour l'espace? C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, backslash tab pour une tabulation, quand on veut forcer une tabulation, backslash R quand on veut forcer un enter, backslash N pour un new line, ou backslash S pour tout type d'espace dans une string. Donc, si je veux permettre qu'à une position spécifique dans ma string, on puisse avoir soit un espace, soit une tabulation, soit un enter, soit une nouvelle ligne, ben backslash S signifie tout ça à cette position. Si je veux deux tabulations, ben, je vais aller choisir le quantificateur qui me permet de forcer à 2. Et évidemment, le S majuscule, donnez-moi quelques secondes, je fais tomber quelque chose. Hey. Pardon. Donc, le S majuscule signifie l'absence de caractères blancs, donc l'absence d'espace, de tabulation, de retour, de ligne, de nouvelles lignes.
Donc, assez simple. Et si on descend plus bas, ben, on nous parle ici des classes de caractères, ben, qu'en réalité, je viens de décrire par l'exemple. Donc, ici, j'accepte une classe de caractères qui comprend toutes les lettres majuscules, minuscules et les chiffres de 0 à 9. Mais je spécifie, j'aurais pu faire ceci, hein. Bon, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle j'aurais fait ça, mais j'aurais pu dire ça, et puis, tiens, T. Donc, juste pour dire qu'on a de la flexibilité sur ce qu'on est en mesure de faire. Donc, j'aurais pu dire que moi, en début de mon adresse email, je n'accepte que les adresses email qui contiennent les lettres minuscules de D à Z ou les lettres majuscules de T à Z ou les chiffres de 0 à 7. Et ces fameux chiffres ou lettres-là peuvent se répéter une ou une infinité de fois. Donc, je ne vois pas tellement pourquoi on ferait une adresse email là, qui débute avec ce type de format, mais c'est très possible avec les expressions régulières. Imaginez si on devait tester une string qui répond à ce critère avec tout simplement des if. Ça n'en finirait plus. Donc, les expressions régulières permettent d'une manière très simple de créer un pattern et de vérifier sa validité. Donc, je vais remettre ça dans son état initial pour ne pas saboter, évidemment, mon exemple. Donc, regardons maintenant les quantificateurs. Donc, les quantificateurs nous permettent de ne pas avoir à répéter des caractères de base comme ça, un nombre indéterminé de fois, et de pouvoir tout simplement spécifier combien de fois on veut qu'il se répète. Donc, quand on met l'étoile suivant n'importe lequel de ces caractères de base ou n'importe quelle classe d'association, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nous dit que le caractère de base ou la classe qui précédait le étoile ben, peut être présent 0 ou une infinité de fois. Donc, si on retourne dans notre exemple, est-ce qu'on a... non, je n'ai pas mis d'étoile, mais disons que je voulais faire ceci. Donc, je voulais accepter ce format d'adresse ou encore ce format ou encore ce format. Ça va? Je donne juste un exemple ou encore ce format. Donc, je vais accepter des traits d'union partout, aucun trait d'union. Donc, ce que j'aurais pu faire, donc ça c'est long, ça ne me tente plus de jouer avec celle-ci, on a compris ce que ça fait, c'est que j'aurais pu venir ici et mettre une étoile et mettre une étoile. Donc, je suis en train de dire quoi? Que je veux avoir 3 digits suivis d'un trait d'union 0 ou une fois. Donc, si je l'ai une fois, ça c'est acceptable. Si je l'ai 0 fois, ça c'est acceptable. Suivi de 3 digits avec un trait d'union 0 ou une fois. Donc, ça aussi, ça devient acceptable et ça aussi, ça devient acceptable. Donc, avec la même expression régulière, ben, on rend possible 2 formats de numéros de téléphone différents. Donc, c'est ce que le premier quantificateur ici nous permet de faire. Le deuxième, on va dans le même ordre d'idée, 1 ou une infinité, donc, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Le point d'interrogation, 0 ou une fois. Alors que les deux premiers, étoile et plus, on avait 0 ou une infinité avec l'étoile. Le plus 1 ou une infinité, le point d'interrogation 0 ou une infinité. Les accolades nous permettent de spécifier un nombre exact de répétitions. Donc, les accolades, c'est ce que j'utilise ici. Donc, je veux 3 fois des digits. On a aussi accolade avec M et rien du tout. Donc, je spécifie une valeur minimum, mais de répétition, mais pas une valeur maximum. Donc, je veux que le caractère de base ici ou la classe
de caractères que je spécifie se répètent 3 fois minimum mais je peux aller jusqu'à un nombre illimité. Ça va? Donc, si je mettais 3, rien du tout, ce serait 3 jusqu'à l'infini. Ou je peux dire de 2 à 16 fois, par exemple. Donc, vous comprenez que ça nous laisse encore une fois beaucoup de latitude. Ça va jusque-là? On comprend bien les caractères de base et les quantificateurs? Oui. Parfait. Donc, ensuite, on a les caractères spéciaux. Donc, voici le jeu des caractères spéciaux dans les expressions régulières. Donc, les accolades sont spéciales. Pourquoi? Parce qu'elles servent dans les quantificateurs. Les crochets ici sont spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils servent à définir des classes de caractères. Les parenthèses ici sont spéciales. Pourquoi? Parce qu'elles, excusez-moi, les parenthèses ici sont spéciales. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de spécifier des alternatives. Et j'ai un exemple ici dans mon adresse email. Donc, voici une parenthèse. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que mon adresse email peut débuter par n'importe quelle lettre de l'alphabet ou chiffre, lettre de l'alphabet majuscule ou minuscule, une fois ou une infinité de fois, suivi du caractère point, le caractère point et non n'importe quel caractère parce que je l'ai escape. Ça va suivi du caractère point ou d'un underscore ou d'un trait d'union, le point d'interrogation, 0 ou une fois. Ça va? Donc, je peux avoir un point ou pas, un trait d'union ou pas, et, pardon, un underscore ou pas, un trait d'union ou pas. Donc, les parenthèses me permettent de spécifier plusieurs alternatives possibles séparées par la barre verticale qui est le ou dans les expressions régulières. Et comme n'importe quoi d'autre, je peux lui associer un quantificateur. Donc, voilà pourquoi les parenthèses ont un caractère spécial. Maintenant, si je veux qu'une parenthèse apparaisse vraiment comme caractère dans une expression régulière, je dois l'escape. Et c'est la même chose pour tous mes caractères spéciaux. Si je veux qu'une parenthèse, un crochet ou une accolade apparaissent, ou un point, comme on l'a dit tout à l'heure, ou une barre verticale, ou le signe de multiplication, qui est un quantificateur, ou n'importe quel symbole de quantification, j'ai besoin de les escape avec une barre oblique. Ça va pour ça, pour les caractères spéciaux? Oui. Parfait. Donc, une fois qu'on sait ça, euh, donnez-moi un petit 2 minutes, je vais courir aller chercher mon chargeur avant que mon ordinateur meure. Donc, une fois qu'on sait ça, on a une magnifique expression régulière, mais elle est dans mon deuxième exemple, elle est dans ma classe JavaScript. Donc, je vais faire ça plus simplement dans un premier temps. Ce que je vais faire, on va ouvrir d'abord le premier exemple. Ça va? Celui qui contient les attributs require et les attributs pattern. Donc, c'est ici qu'on va voir si avec notre cheat sheet, on est capable de déterminer quel genre d'adresse email est filtré ici et quel genre de numéro de téléphone est filtré ici. Ce sont les mêmes deux expressions régulières qui sont utilisées dans ma classe JavaScript par la suite. Donc, donnez-moi un petit 5 minutes. Je coupe ma caméra un petit 5 minutes. Juste le temps d'aller courir chercher mon laptop dans mon bureau en bas. Donc, je reviens.
OK, donc c'est bon, continuons. Donc, gardez votre... bon, on pourrait splitter l'écran comme ceci et garder notre cheat sheet d'un côté et garder notre formulaire de l'autre côté. Moi, je vais garder tout simplement, excusez-moi, moi, je vais garder tout simplement mon formulaire ici. Donc, que disons-nous là-dedans? Bon, oui, dans nos exemples tout à l'heure, on avait, CTRL-Z, on avait enlevé le require au niveau de notre premier input type text pour prouver que lorsqu'on enlevait le mot-clé require, il n'y avait plus de validation automatique de notre formulaire. Donc, ici, on accepte n'importe quoi, mais il faut placer quelque chose. La même chose pour le prénom. Donc, on pourrait écrire une expression régulière qui accepte des prénoms qui commence par une lettre majuscule, suivie de un ou une infinité de lettres minuscules, qui peuvent aussi prendre des traits d'union ou des espaces. Bref, on comprend un peu l'idée. Mais allons avec l'attribut pattern. Donc, l'âge ici. Donc, j'ai mis un input type number. Donc, par défaut, je ne peux même pas rentrer de lettres de l'alphabet là-dedans. Par défaut, ça prend des chiffres. Mais quelqu'un ne peut pas avoir un âge de 3000, ça va? De 3000 ans. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai voulu limiter l'âge à des chiffres, évidemment. Voilà pourquoi on a notre \d, mais à des chiffres ou à des nombres plutôt, des nombres construits avec des chiffres. Combien de chiffres? 2 chiffres au maximum. Donc, dans mon formulaire, l'âge maximum qu'on peut avoir, c'est 99 ans, ça va, pour avoir un âge valide. Parce que je veux permettre un digit au minimum, mais 2 au maximum. Et les digits représentent les chiffres de 0 à 9, donc c'est 99, l'âge maximum qu'on peut rentrer dans ce formulaire pour qu'il soit valide et donc pour qu'il puisse être soumis au script qu'on aura visé ici dans notre action. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ici, on accepte l'âge 0. Oui, l'âge 0 va être accepté parce que c'est un chiffre quand même. Ça va? Si je voulais exclure l'âge 0, ce que j'aurais pu faire dans mon expression, j'aurais plutôt déclaré une classe comme celle-là. Et dans cette classe, j'aurais dit que j'accepte de 1, ça va? Ouais. J'aurais dit que j'accepte de 1 à 9, ça va, pour le premier chiffre, suivi d'une autre classe qui aurait pu être de 0 à 9 pour le deuxième chiffre. Oups. Pourquoi 2 classes différentes? Ben parce que le chiffre 20, par exemple. Donc, je dois accepter des zéros au niveau de mes unités, mais c'est au niveau des dizaines que je dois les refuser. Ça va? Oui, parfait. Donc, comme je dis, on peut créer absolument que bon nous semble avec les expressions régulières. Les numéros de carte de crédit, par exemple, sur tous les sites qui se respectent, sont validés avec des expressions régulières. Il y a des livres qui existent et même il y a des sites qui existent avec des expressions régulières standards qu'on peut juste copier et utiliser dans notre code. Mais lorsqu'elles ne font pas exactement ce que nous voulons, ben, il faut être capable de les décortiquer comme on est en train de le faire ensemble pour les adapter à nos besoins. Mais c'est quelque chose qu'on apprend, avec lequel on devient à l'aise en le faisant, en s'exerçant. Donc, pour celle-ci, je ne crois pas qu'il y a trop de problèmes. Je crois que tout le monde la comprend. Regardons maintenant ce qui suit. Donc, mon adresse email, débutant par n'importe quelle lettre de l'alphabet, majuscule ou minuscule, ou de n'importe quel chiffre. Donc, le plus signifie quoi, rappelons-nous? Donc, le plus signifie 1 ou une infinité, ça va? Alors que l'étoile signifie 0 ou une infinité. Bon, moi, comment je me rappelle de ces choses-ci? L'étoile, je l'associe à l'étoile
d'un select, par exemple, en SQL. Et quand on fait un select, on peut recevoir quoi? 0, 1 ou une infinité d'enregistrements. Donc, 0, une infinité. Donc, c'est comme ça que mon étoile du SQL m'aide à me rappeler de ce à quoi sert l'étoile dans les expressions régulières sans toujours être obligé d'aller regarder sur l'Internet. Mais vous pouvez développer vos propres trucs. Donc, l'étoile, c'est 0, une infinité. Et donc, le plus, c'est 1 à une infinité. Et le plus, c'est quoi mon petit truc? Ben, quand j'additionne deux éléments, ben, il faut au moins que j'en ai déjà un premier avant d'additionner le 2. Donc, et je peux additionner autant de chiffres que je veux à un premier chiffre. Donc, d'où mon 1 à une infinité avec le plus. Et ben, le point d'interrogation, je l'ai juste retenu tout simplement. 0 à 1. Ça va? En fait, le petit truc que j'avais au début pour le point d'interrogation, c'est que en programmation, dans tous les langages qui sont inspirés du C, donc que ce soit le C Sharp, le C++, le JavaScript, on a l'opérateur suivant. Euh, 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 voyons. Ouais. Ça permet de faire la même chose qu'un if en réalité. Je me souviens plus de son nom technique. OK. Tiens, allons-y en C#. On devrait le trouver. Excusez-moi pour la parenthèse. Non, construct, ça va me faire. Euh, euh, OK. Je vais, je vais, je vais nous montrer un exemple concret là-dessus. J'arrive pas à trouver je me souviens plus du mot technique, mais en fait, l'opérateur point d'interrogation en programmation, que ce soit en JavaScript, en C, en C++, en C Sharp, même en PHP, il nous permet de faire l'équivalent d'un if, en fait. Et comment ça marche, c'est que, et je veux pas mettre une fausse syntaxe, c'est pour ça que je veux pas m'aventurer. Ça nous retourne, en fait, comment ça s'écrit? Je vais mettre une syntaxe générale et puis je la corrigerai parce que je sais que je suis pas en train d'écrire tout à fait la bonne chose. Donc, je vais dire par exemple A plus grand que B, disons que ce sont des integers. On va mettre un point d'interrogation. Je vais mettre true de point false. Et la syntaxe ressemble beaucoup à ça. Donc, disons var res, quelque chose comme ça. Donc, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on fait notre équation booléenne. Si le résultat est vrai, on va retourner ce qui se trouve ici. Si le résultat est faux, on va retourner ce qui se trouve ici. Et ce qui se trouve là et là ne sont pas obligés d'être true ou false. Ça pourrait être ceci. Je pourrais dire que je mets une string ici et que ici, je mets Toto et ici, je mets. Donc, si A est plus grand que B, res va contenir Toto, sinon res va contenir Tata. Donc, quand on a un test simple à faire, pas avec beaucoup de conditions, on va utiliser cet opérateur en JavaScript, en C, en C++, en C Sharp, en Python, en Java, donc dans tous les langages inspirés du C. Et donc, c'est de cette notion-là dont je me sers pour me rappeler que le point d'interrogation veut dire, comme on le voit ici, 0 ou 1 pour vrai ou faux, true or false. Donc, c'est mes trois petits trucs pour me rappeler qu'est-ce que l'étoile fait, qu'est-ce que le plus fait, qu'est-ce que le point d'interrogation fait. Vous pouvez trouver vos propres trucs et je suis pas mal sûr que ma syntaxe ici est correcte, mais je revérifierai parce que j'utilise pas ce truc très souvent. Je préfère écrire un if standard. Mais si on part de ça pour comprendre
l'expression régulière qu'on a ici. Donc, je peux avoir n'importe quelle lettre majuscule, minuscule ou n'importe quel chiffre de 0 à 9, le plus, donc 1 ou une infinité de fois qui se répète, suivi de soit un point, soit un underscore, soit un trait d'union, 0 ou une fois. Donc, il peut avoir un de ces trois éléments ou aucun de ces trois éléments, suivi encore une fois de n'importe quelle lettre de l'alphabet, majuscule, minuscule, n'importe quel digit de 0 à 9. On a un plus, suivi voyons, pas suivi, excusez-moi. Tout ça ici, ça peut être reproduit une ou plusieurs fois. C'est ce que le plus fait. On n'oublie pas que les quantificateurs s'appliquent sur les quantificateurs, donc l'étoile, le plus, le point d'interrogation, les accolades s'appliquent sur ce qui les précède. C'est très important, ça. Suivi de A commercial, suivi de TK, suivi d'un point et non de n'importe quel caractère, parce qu'on a escape le point. Donc, on veut vraiment le caractère point dans notre adresse email, suivi de QC, suivi encore une fois d'un point, parce qu'on a escape le point encore une fois, suivi de CA. Donc, ça, ce serait un formulaire qui n'accepterait que les anciennes adresses email des profs de TK. Parce que pour les étudiants, c'était tk.com. Pour les enseignants, c'était tk.qc.ca. Ça va? Donc, à partir du cheat sheet qui est là, normalement, si on a bien compris ce qu'on a raconté tout à l'heure, on devrait tous être capable de déchiffrer ce que cette expression régulière fait et donc d'être capable de déterminer, quand vous tapez une adresse email dans mon formulaire, quelle adresse email va permettre de valider le formulaire et quelle adresse email ne va pas permettre de valider le formulaire. Ça va pour la ligne 26, pour le pattern de mon adresse email? Oui. Si on passe au numéro de téléphone, donc il vaut la peine qu'on zoome sur lui, même que je vais le prendre, mon fameux numéro de téléphone, ici présent, et on va le mettre dans sa propre petite page. On va zoomer dessus. Donc, on a plusieurs blocs là-dedans. Donc, si on regarde bien, on sait que je vais laisser l'accent circonflexe. Bon, parlons-en. L'accent circonflexe, ça veut dire que on veut absolument que notre expression régulière débute par le caractère, la classe de caractère ou le groupe qui suit. Une paire de parenthèses, ça s'appelle un groupe. Donc, mon groupe, en fait, c'est tout ça ici. Ça va? Et dans ce groupe, on a quoi? Ben, dans ce groupe. Mon groupe, c'est quoi? C'est les deux parenthèses qui sont rouges ici. Donc, je veux que mon expression régulière commence par ce groupe. Mais dans ce groupe, j'ai quoi? On sait que la parenthèse, c'est un caractère, spécial. Donc, pourquoi? Parce qu'il sert à créer des groupes. Mais ici, on vient d'escape notre parenthèse. Donc, ça veut dire que dans notre expression régulière, on est en train de décrire une adresse email qui commence absolument par une parenthèse. Ça va? Pardon. Ici, qui commence absolument par une parenthèse et qui finit absolument par une parenthèse. Parce qu'on a escape ces deux parenthèses-là. Donc, voici, ça va. Et à l'intérieur de ce groupe, j'ai quoi? J'ai \D qui veut dire des digits, 3 digits. Donc, je sais que je peux avoir 3 chiffres ici. Ça va pour tout le monde, ma première partie? Donc, je répète, l'accent circonflexe, le chapeau, comme certains l'appellent, signifie que je veux absolument commencer mon expression régulière par ce qui le suit. Ce qui le suit, c'est un groupe. Et à l'intérieur de ce groupe, on a escape l'accolade de départ. Donc, je suis forcé d'avoir, on a escape la parenthèse de départ.
Donc, je suis forcé d'avoir une parenthèse ici au début de mon numéro de téléphone. Suivi de quoi? Suivi de digits 3 fois. Donc, voici mes 3 digits ici. N'importe quel chiffre de 0 à 9 3 fois. Et ensuite, on a escape, encore une fois, une parenthèse. Donc, mon numéro de téléphone est obligé de commencer par une parenthèse. Par une parenthèse, se terminer par une parenthèse et contenir 3 digits. Après ce fameux bloc, ici, ce fameux bloc, on a quoi? On a, regardez bien, je vais faire delete, on a un espace ici. Donc, on a un espace ici, et ensuite, on a un espace ici, et ensuite, on a un point d'interrogation. Mais on sait que le point d'interrogation s'applique au caractère qu'il précède. Un espace, c'est un caractère comme n'importe quel autre caractère. Donc, je suis en train de dire que je veux avoir un espace 0 ou une fois, parce que c'est ce que le point d'interrogation veut dire, 0 ou 1. Donc, suivi de 3 digits, suivi d'un trait d'union, suivi de 4 digits. Donc, ça veut dire que si je ne mets pas d'espace, je pourrais avoir xxx-xxxx ou encore comme ceci. Excuse-moi, je vais finir avec un espace comme ça. Donc, c'est les deux formats de numéro de téléphone qui sont acceptés par ce formulaire. Mohamed, j'avais une question. Oui, quand tu ne mets pas un espace entre fermeture de la parenthèse et point d'interrogation, ça va causer un problème? Pardon? J'ai dit si tu n'as pas mis l'espace entre la fermeture de la parenthèse et point d'interrogation, ça va causer un problème? Non, ça ne cause pas de problème. Si je mets ça comme ça, ce que je serai en train de dire, s'il n'y a pas d'espace ici, le point d'interrogation, il s'applique à quoi? Il s'applique à tout le groupe. Donc, je serai en train de dire que tout ça ici, je le veux 0 ou une fois. Ce n'est pas vrai. Je veux mon code indicatif, moi. Je veux mon code régional. Il est forcé d'être là. Donc, on n'oublie pas, les quantificateurs s'appliquent sur le caractère qui les précède. Si je ne mets pas d'espace, le caractère qui précède, c'est tout le groupe. Alors que moi, c'est ce que je veux ici. Donc, je veux accepter ici pas d'espace ou un espace. C'est les deux formats de numéro de téléphone qu'on veut rendre acceptables dans ce formulaire. Donc, au lieu de s'amuser à créer 4 formulaires différents, ou disons les formulaires qui acceptent le numéro de téléphone canadien ou européen, ou australien, parce que c'est des formats de numéro de téléphone différents. On pourrait créer une seule expression régulière qui, avec différentes classes, différentes options, etc., pourrait valider tous les formats de numéro de téléphone qui existent sur Terre. D'ailleurs, il y en a déjà des expressions régulières qui le font, qu'on peut juste copier-coller dans nos projets. Mais est-ce que tout le monde comprend comment ceci peut nous permettre d'accepter les numéros de téléphone soit du format décrit à la ligne 4, soit du format décrit à la ligne 5. Ça va, je comprends. C'est bon? Parfait. Oui. Donc, ça, ça règle le cas de ce gentil petit formulaire. Donc, si ceci était le code d'un formulaire dans une page ASPX, ça va, et qu'on appuie sur le bouton Submit, tant si longtemps qu'on n'a pas rentré l'information comme spécifié par nos expressions régulières ici, ou comme require par l'attribut require, le formulaire ne serait jamais soumis au URL que vous spécifié dans l'action. Et je répète, j'ai mis ASPX parce qu'on est dans un cours de ASP, mais ce que je vous montre ici, vous pouvez l'utiliser en PHP. Et en PHP, côté serveur, vous feriez, bon, on aurait un petit problème ici, parce qu'en PHP, il faudrait rajouter name égale non, par exemple. Et donc, dans notre script PHP, si j'écrivais $_ get, parce que je n'ai pas spécifié de méthode
à mon formulaire. Donc, la méthode de soumission par défaut, c'est get. $_ et que j'utilisais la clé nom, je récupérais quoi? Je récupérais le nom qui a été soumis par mon formulaire et je serais sûr que ce nom-là a déjà été validé côté client parce que le formulaire ne se soumet en aucun cas si tous les champs pour lesquels j'ai mis require ou des expressions régulières ne respectent pas mes critères. Ça va pour le premier fichier HTML parce qu'on en a un deuxième à regarder. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, Donc, je rappelle que le but final de cette histoire est d'être capable de prendre le formulaire qui est ici, de récupérer les informations qui se trouvent à l'intérieur de notre formulaire, de les valider en utilisant une classe JavaScript qui exploite des expressions régulières et de soumettre les informations contenues dans cette classe. Donc, on a récupéré de notre formulaire par la méthode Ajax getToPost à notre script côté serveur qui, lui, va l'insérer dans la base de données. C'est le but final du laboratoire. Donc, on vient, je crois bien, de comprendre comment décoder, déchiffrer ou même construire des expressions régulières. Techniquement, si on a bien regardé les tutoriels sur le Ajax, on sait aussi comment récupérer récupérer dans le DOM les informations qu'on veut par la méthode $.get ou $.post envoyées par Ajax à notre serveur. On a aussi vu comment, une fois côté serveur, on peut effectuer une insertion dans notre base de données. Donc, la seule chose qui nous reste ici en réalité, c'est de comprendre comment est-ce que nous sommes en mesure de créer une classe en JavaScript. Et c'est dans les fonctions de cette... Je vais finir ma phrase. Et c'est dans les fonctions de cette classe qu'on va placer nos expressions régulières. Oui, Aboubakar. Parce que je vois ici les informations qu'on doit mettre ici. Après, on va envoyer ces informations. Est-ce qu'on va les envoyer à un administrateur ou on doit mettre ça dans le compte, dans la base de données de cette client? Non, on n'a pas encore parlé de ça, mais habituellement, logiquement, si tu as un client, parce que ça, c'est le formulaire du client, là, on est dans la page contact, et que tu remplis un formulaire, ce formulaire-là, il est destiné à qui? Il est destiné à l'administrateur. Oui, à l'administration, oui. C'est ça. Donc, on va voir que pour l'instant, on est en train de créer les fonctionnalités clients. Toutes les interfaces usagers qu'on a fait jusqu'à présent, la page d'accueil, la page de contact qui nous attend ici, c'est dirigé vers le client. Mais bientôt, on va faire un login aussi dans notre site, un login client et un login administrateur pour que l'administrateur soit capable, par exemple, d'aller lire les différents messages qui lui ont été adressés par les clients pour que l'administrateur soit capable d'aller changer la langue du texte qui s'affiche dans son site web, pour qu'il soit capable de changer des photos, d'uploader des nouvelles photos, etc., etc. Donc, tout ça, ça vient. Donc, c'est pour ça que le labo, il y avait Safari partie 1, on est Safari partie 2, et on va avoir d'autres parties qui vont s'ajouter. Donc, je préfère prendre une histoire et utiliser cette histoire pour insérer des nouvelles notions, parce qu'au final, ça vous permet d'avoir un site de e-commerce complet et fonctionnel qui démontre toutes les techniques modernes et essentielles du ASP. Au lieu de faire plein de petits projets découpés qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble, que vous allez avoir de la difficulté à présenter à un employeur potentiel. Ça va? C'est un peu mon optique ici. C'est pour ça que, et ça reste toujours dans la même optique où je vous dis, ben, quand on fait un TP, si vous ne le finissez pas au complet, ben, dans le TP suivant, ben, pour être capable de réaliser le TP suivant, ben, il faut avoir toutes les fonctionnalités du TP précédent de toute façon, puisque, comme vous le voyez, le TP 3 ici, ben, inclut le TP2, inclut le TP1 en réalité. Donc, si on me prouve dans un TP plus avancé qu'on a atteint toutes les compétences, ben, pour ce TP, c'est qu'on a atteint aussi toutes les compétences pour les TP précédents. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Ça va sur ça pour tout le monde? Good? Donc, on est rendu... Pardon?
Oui, pardon, j'ai une question. Oui. Pour les liens ça fait de la diff des menus et jusqu'au On t'entend pas diff. bien, Oui, Mohamed. oui, je sais, mais on va faire même la page maître, non? J'ai pas parlé de page maître, en fait. Oh, Je vous ai distribué le document sur les pages maîtres parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir en ASP Webform, mais entre guillemets, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que les pages maîtres, oui, c'est intéressant pour avoir un site web avec une interface qui reste similaire à travers tout, euh, euh, tout notre site, sauf que c'est quelque chose de lourd quand même. Ça prend beaucoup de ressources, ça rend notre site un peu lourd. Il y a une façon alternative d'arriver au même résultat, toujours en SP Webform. Donc, c'est sur celle-là que je vais me concentrer un peu plus. Et quand on sera rendu là, je ferai le parallèle avec les pages maîtres en réalité. Et il faut comprendre aussi que cette session, on est dans notre cours de Web Transactionnel 1 qui parle du ASP Webform, mais on a aussi un cours de Web Transactionnel 2 à l'automne qui parle du ASP MVC, ça va, qui est la nouvelle technologie ASP, en réalité, qui règle le problème de page maître et de transfert d'informations d'une manière beaucoup plus fluide. Donc, il y a des sujets que je vais approfondir cette session parce qu'ils sont essentiels au développement web, au développement ASP en webform. Il y a d'autres sujets que je vais tout simplement vous donner la référence pour que vous jouez avec parce que je juge avec l'expérience que c'est mieux d'en reparler plus en détail qu'on le compare avec le ASP MVC. Donc, c'est pas un oubli, là, c'est sciemment que je n'ai pas reparlé des pages maîtres que je vous ai tout simplement demandé de passer à travers les manipulations parce qu'entre nous, elles sont pas trop compliquées, les manipulations. On crée une page maître dans lesquelles on a des balises de type euh, content placeholder. Ensuite, on crée une web form avec page maître dans lequel on a des balises de type content. Et ce qu'on code dans les balises de type content va remplir les trous qu'il y avait dans les balises content placeholder. Donc, c'est un peu ça le principe. C'est pas trop lourd. Ça répond à ta question, moi-même? moi, ça va. Parfait. Donc, ça fait encore 1 heure que je bavarde. Donc, faisons une autre coupure. Donc, le deuxième bloc, ça nous a permis de comprendre les expressions régulières. Prenons une plus petite pause, cette fois-ci, là, une quinzaine. Et en revenant, quoique, je me trompe toujours. C'est moi juste vérifier. OK, c'est bon, midi. Donc, prenons une autre petite pause, une quinzaine, et en revenant de cette pause, on va faire notre troisième et dernier bloc qui va être la création d'une classe JavaScript avec la syntaxe que j'appelle la syntaxe rétro, donc qui est la première syntaxe, une des deux syntaxes qui permet en JavaScript de, bon, je vais le dire clairement, la syntaxe que je vais vous montrer, c'est la syntaxe pré-JavaScript 6, parce qu'on est rendu au standard 6 du JavaScript. Donc, pré-JavaScript 6, la syntaxe que je vais vous présenter en revenant de la pause, c'est celle qui permettait de créer des classes en JavaScript. Et la semaine prochaine, on regardera la syntaxe JavaScript, JavaScript/TypeScript, parce que le TypeScript est un langage qui inclut le JavaScript et qui est de plus en plus utilisé en développement web. Un peu comme le C++, pour ceux qui en ont déjà fait, inclut le langage C. Donc, sur ce, fenêtre de chat, 10h26, donc j'arrondis à 10h, à 10h30. Donc, retour de la pause, donc vers 10h, allons-y à 45. Ça va? Donc, je vais stopper l'enregistrement. Donc, c'est stoppé.